Donc cet après-midi, nous allons repartir avec les travaux de la deuxième commission, celle que nous avons, la révision et l'évaluation permanente des programmes. En 2014, le gouvernement du Québec avait mis en place donc, la commission de révision permanente des programmes, mieux connue sous le nom de la commission Robillard, du nom de sa présidente, Mme Lucienne Robillard, qui est avec nous aujourd'hui. Cette commission avait pour mission d'examiner l'ensemble des programmes gouvernementaux, dépenses et programmes de tous les ministères et sociétés d'État, afin d'assurer une meilleure allocation des ressources publiques et de générer des économies. On parlait même d'un objectif de réaliser des économies de 3,2 milliards de dollars dès l'année suivante. C'est ce qui était écrit, en tout cas, dans les premiers documents qu'on avait. Et donc, parmi les commissaires qui avaient mené cet exercice auprès de Mme Robillard, il y avait 2 ex-administratrices d'État, Michel Bourget et Mireille Filion, ainsi que 2 économistes réputés, chercheurs et fellows Cyrano, Robert Gagné, qui est présent avec nous aujourd'hui, et Claude Montmarquette, économiste d'exception, dont les travaux ont profondément marqué la réflexion sur les politiques publiques du Québec. Et je disais à Pierre-Carl il y a quelques minutes, je pense que Claude aurait adoré être avec nous aujourd'hui, et je pense qu'il aurait été un contributeur aguerri. Donc, à cette époque, d'ailleurs, Claude Montmarquette était le président-directeur général du Cyrano, donc j'avais le privilège d'être très proche de lui. J'ai pu observer, évidemment, son engagement, son expertise et son pragmatisme ont vraiment influencé les travaux de la commission. Puis moi, je disais, j'avais non seulement une copie papier, mais annotée par Claude, en tout cas. Donc, plusieurs choses qui sont là. Donc, si jamais vous voulez... on a la copie du rapport. Et moi aussi, j'ai des photos, en fait, parce que, tu sais, je me suis dit, je vais les retrouver, là. Donc, en tout cas, donc, on voit sur les photos la commission, le jour de la présentation du rapport. Notre Claude, un peu perplexe, quand même, il se disait, je ne sais pas ce qu'ils vont répondre. Mais on avait un Robert qui riait, quand même, derrière. Certainement. Vous vous demandiez ce que vous alliez répondre, en tout cas. En tout cas. Et donc, du coup, je me suis replongée, évidemment, en préparant le panel dans le mandat. Puis, un petit peu comme l'a fait, je vais laisser, évidemment, moi, je ne participais pas, j'étais juste observatrice, en fait, de ces travaux qui ont duré longtemps. Puis, c'est vrai que Claude, il nous racontait, à chaque fois qu'il revenait de Québec, il y avait plein de choses à raconter. Je pense que vous passiez autant de temps dans le train à discuter que lorsque vous étiez là-bas. Mais ce qui était intéressant, quand on regarde le mandat qui était confié par le gouvernement, et aussi, vous aussi, je pense qu'on vous avait précisé certains points, puis on vous a élargi vos travaux à un moment donné en vous rajoutant les sociétés d'État. Mais juste redonner quelques éléments. Donc, les 2 volets essentiels du mandat qui avait été confié par le gouvernement, c'était de proposer la mise en place d'un mécanisme permanent de révision des programmes et la commission devait formuler des recommandations concernant les programmes à réviser en collaboration avec les ministères et organismes et en tenant compte des opinions exprimées dans le cadre du dialogue social. Vous aviez précisé, ça c'était intéressant en fait, quand vous avez écrit votre rapport, en fait, que vous vouliez vraiment rétablir une marge de manœuvre au gouvernement, cette marge de manœuvre qui avait été perdue en raison notamment de la croissance continue de la dette. Et vous précisiez évidemment que vous vouliez... Vous aviez conclu que la commission, que le programme n'était pas suffisamment financé et qu'il pourrait y avoir une bonification de certains programmes notamment et des ressources additionnelles qui pourraient être amenées. Donc, ce n'est pas le coup nul tout à l'heure par les Luc. Et on vous avait élargi à un moment donné, au mois de novembre, en fait, on a élargi à vos tâches la question des sociétés d'État. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été discutées par rapport à ça. Donc là, je vais avoir le privilège, donc aujourd'hui, on va revenir sur l'expérience de cette commission, justement, à la fois le rôle, l'objectif, les défis rencontrés, les enseignements à tirer, puis surtout, on va se tourner aussi vers l'avenir, en fait, par rapport à ça, et on va élargir, en fait, notre discussion aux enjeux actuels, avec les contraintes budgétaires, le vieillissement de la population, les transformations économiques et technologiques. Donc, j'ai demandé à nos 3 panélistes, en fait, de venir s'installer, en fait. Donc, Madame Lucienne Robillard. Donc, je pense que je ne vais pas la présenter en détail, mais je vais juste dire, c'est Madame Robillard qui a présidé la commission. Longue feuille de route en politique, d'abord sur la scène provinciale, dans l'équipe de Robert Bourassa, puis au fédéral, avec divers postes clés, notamment dans les cabinets de Jean Chrétien et de Paul Martin, comme présidente, notamment du Conseil du Trésor. Nous avons aussi M. Robert Gagné, professeur au département d'économie appliquée d'HEC Montréal, directeur du Centre sur la productivité et la prospérité, chercheur et fellow Cyrano et l'un des commissaires de la commission Robillard. Et s'ajoute Marie-Soleil Tremblay, professeure titulaire à l'ENAP et chercheuse sur la modernisation de l'administration publique et la gestion des risques. Marie-Soleil ne faisait pas partie de la commission, mais elle a accepté en tout cas de se joindre à nous pour parler justement des éléments de contexte et de voir vers l'avenir. Alors, on va commencer avec vous, Madame Robillard. En fait, donc, vous avez présidé cette commission de révision permanente des programmes. Et donc, en fait, on va commencer, peut-être rappeler un peu le contexte dans lequel ça s'est fait, la façon dont vous communiquez avec le gouvernement, l'objectif, en fait, de la commission.
Bien, je pense que je reviendrai aux propos qui ont été dits en début de journée complètement. Il faut se situer dans le contexte de l'époque. C'est un nouveau gouvernement. On a le gouvernement Couillard, je pense, qui a été élu en avril de 2014. Très rapidement, et donc, il va y avoir la formation du Conseil des ministres. Et là, je tiens à dire, et je vois que mon ministre est là, Martin Coiteux est là. Il est nommé non seulement président du Conseil du Trésor, mais dans son titre, il y a aussi « et responsable de l'évaluation des programmes ». Ce qui est assez spécial, je dois vous dire. Et pendant tout le mandat du gouvernement Couillard, il y a le président du Conseil du Trésor a gardé ce titre. À ma connaissance, aujourd'hui, je n'ai pas vu ça dans le titre de Sonia Lebel. Alors, donc, il y avait déjà du premier ministre lui-même un intérêt pour l'évaluation de programmes et une priorité qui était donnée tout de suite. Bon, alors, et donc, c'est le ministre Coiteux qui a piloté. Je dois vous dire, je pense qu'il a bien choisi son comité. 2 femmes, 2 hommes, 2 économistes réputés, mais 2 administratrices d'État, donc des hauts fonctionnaires de la fonction publique. Vous pouvez imaginer, moi comme présidente, ça faisait une dynamique très intéressante autour de la table, surtout pour arriver à des consensus sur les résultats. Mais, et donc, c'était très bien pensé de la part du ministre Coiteux. On a eu, vous me parlez de l'objectif, un peu comme la commission Godbout, on a eu aussi comme 2 mandats. Le premier, qui avait déjà été identifié par le discours du ministre des Finances, hein, en disant, il faut aller chercher de l'argent. On est en déficit budgétaire. On est déjà en déficit budgétaire et si ça continue comme ça, 14-15 va être encore pire. Donc, on vous donne le mandat à court terme de nous faire des suggestions de 3,2 milliards, je pense, hein, Robert? D'aller chercher 3,2 milliards. Et dans un deuxième temps, on voudrait bien avoir un mécanisme permanent. Ça, le mot permanent est important, là. Ah, il est tellement important qui a duré 2 ans. Bon, alors, dans un deuxième temps, que vous nous suggériez un mécanisme permanent d'évaluation de programmes dans le gouvernement du Québec. Bon, alors le premier mandat s'est fait, écoutez, le gouvernement est élu en avril, en juin, c'était très rapide, hein? Donc, c'était vraiment dans la volonté du nouveau gouvernement. C'était très positif. Alors, en juin, il y a le décret gouvernemental qui nous nomme avec le mandat. Et au mois de novembre de la même année, on remet le premier rapport avec, donc, pour aller chercher, non pas 3,2, là, mais je pense qu'on est allé jusqu'à 2,3, Robert? Autour. Mais on avait aussi on a travaillé avec la Commission de la fiscalité pour les frais de garderie. Hein? On ne dira pas qu'on a réussi, là, mais on avait bien travaillé ensemble pour arriver à des résultats. Et par la suite, là, on a travaillé plus sur le mécanisme de révision des programmes. Je dois vous dire qu'on a fait un exercice, selon moi, assez inédit pour tous ceux qui avaient déjà fait de l'évaluation de programme dans le gouvernement. Parce qu'on était rendu là, il y avait eu 5 opérations différentes avant nous, là, au niveau du gouvernement. Là. On pourrait peut-être y revenir un jour, là. Mais juste avant nous, il y avait eu, vous vous souvenez, la réingénierie de l'État, hein? Qui avait été aussi un peu... qui n'avait pas fonctionné. Et nous, on arrivait là. Donc, un nouveau groupe. Mais on a eu, je dirais, un exercice assez inédit.
dans le sens suivant. On a rencontré toutes les équipes ministérielles du gouvernement, 22 équipes ministérielles. Avant ça, on avait demandé, on pourrait-tu avoir le nombre de programmes qu'il y a au gouvernement du Québec? Il n'y avait pas d'inventaire. On ne savait pas combien de programmes il y avait dans tout le gouvernement. Bon, alors, on a rencontré donc les 22 équipes sous-ministérielles, notre commission. On a créé aussi des tables interministérielles. Ça, c'est tout un défi de faire travailler les ministères ensemble, je dois vous dire, parce que ça fonctionne beaucoup en silo dans le gouvernement. Et donc, on a créé 5 tables différentes. Si ça vous intéresse, on pourra y revenir. Mais en plus, il y avait de la part du gouvernement vraiment la volonté d'établir ce qu'il appelait un dialogue social avec la population. Donc, il y avait même un site web où les gens pouvaient s'exprimer comme tels. Il y avait naturellement tous les travaux internes qui étaient faits par notre secrétariat. On avait un secrétariat pour nous appuyer, qui a été difficile à former, puis qu'on ait des compétences là aussi. On a commandé des études, naturellement. Et on a reçu de la part des associations patronales, syndicales et autres, 72 documents de recommandation qui venaient de l'extérieur. Mais en plus, moi, comme présidente, accompagnée du ministre, on a rencontré aussi les associations patronales, syndicales, les jeunes, plein de gens pour avoir des idées sur l'évaluation de programme. Donc, on était bien armés pour avoir, je dirais, des recommandations qui, selon nous, étaient très pertinentes pour le gouvernement. Je n'irai pas plus loin là, à ce stade-ci, mais si Robert veut ajouter, il est libre de le faire. Tout à fait, tout à fait. Donc, Robert, dans ce programme-là, donc, vous avez mis en place, finalement, vous disiez évaluer des programmes. C'était quoi les critères? C'est quoi la méthodologie, la façon dont vous avez mis en place votre processus d'évaluation? Oui, c'est ça. Comme Mme la Présidente l'a mentionné, parce que je l'appelais comme ça devant le monde en privé. C'était « Hey, Lucienne », mais en public, c'était Mme la Présidente. Et en fait, il y avait 2 volets, hein, elle l'a bien mentionné, le volet plus, on va dire, structurant sur proposer un mécanisme permanent de révision des programmes et en même temps, bien, la course aux économies pour lutter contre le déficit. Je dirais que la deuxième partie a été beaucoup plus difficile que la première parce que, dans le fond, c'est comme sauter dans le vide. Vous nous demandez de proposer un mécanisme de révision des programmes, puis vous nous demandez en même temps de vous fournir des résultats de ce mécanisme-là, entre guillemets. Alors, on a passé beaucoup plus de temps sur la deuxième partie que sur la première partie, puis on a comme eu 2 séries d'analyses, une en novembre, puis une plus tard en juin. On a touché à différents programmes. Ça peut être l'aide financière aux agriculteurs, parce que les agriculteurs se font rembourser une partie de leur taxe foncière, les écoles privées, la SAQ, Revenu Québec. On en avait comme ça toute une série. Là, vous dites, pourquoi ceux-là? Okay? Pourquoi vous avez choisi ceux-là? On ne les a pas choisis au hasard. Okay? On a fait ceux qu'on pouvait faire. Okay? Ceux qu'on pouvait faire. Pourquoi on pouvait les faire? Bien, on a essayé d'être minimalement rigoureux et de ne pas faire juste des trucs en l'air, là, des règles de 3 faciles, puis des... Alors, ça prend quoi pour être rigoureux quand on fait de l'évaluation de programme? Alors là, on tombe sur le mécanisme en parallèle. Ça prend des données. Ça prend des données. Des bonnes données. Il n'y en a pas, ou presque pas. Alors, on s'en est tenu à ceux qui en avaient à peu près des données pour faire le travail. Ça, c'était une chose. La deuxième chose, on disait, bien, il faut que ce mécanisme-là, il faut qu'il soit transparent. Donc, il faut que les résultats soient rendus publics, obligatoirement. Troisièmement, il faut qu'ils soient conduits de manière indépendante. Okay?
Alors, je ne sais pas où est-ce que ça en est, cette affaire-là, mais depuis cette époque-là, ça fait quoi? Ça fait 15 ans? 10 ans. 10 ans? Les 10 ans, là. 10 ans? Je n'ai pas vu le résultat de l'évaluation d'un autre programme depuis ce temps-là. Alors, bonsoir la transparence, bonsoir l'indépendance. Pourquoi la transparence? C'est pas bon, les données, c'est évident, pas besoin de m'étendre sur le sujet. Je pense que ça prend... Anecdote, OK? Il faut que j'en parle, celle-là. On reçoit l'équipe sous-ministérielle du ministère de la Famille. Et on s'intéresse au CPE, programme mis en place en 1998, avec une mission très claire. Quelle était la mission des CPE en 1998? À peu près tout le monde est d'accord? Ou le sait? Non? Vous ne vous souvenez pas? C'est ça. Hein? Rapprocher les jeunes issus des milieux défavorisés d'un contexte éducatif plus stimulant et tout ça. Donc, c'était ça l'objectif. Ah, madame la sous-ministre, parce que c'était une madame, si ça avait été un monsieur, j'aurais dit monsieur. Madame la sous-ministre, qu'en est-il de votre mission? Est-ce que vous considérez, on était quoi, 22 ans plus tard, quasiment, 15 plus, non, 17 ans plus tard, qu'en est-il de les atteindre de vos objectifs? Ah, on ne peut pas vous répondre. Comment ça, vous ne pouvez pas nous répondre? Bien, parce que le dernier portrait qu'on a de la clientèle des CPE remonte à la création des CPE. Merci. OK? Alors, puis là, elle a dit 22 équipes sous-ministérielles. C'était comme ça dans la plupart des ministères. OK? Ministère de la Santé. Ministère de la Santé. Ça, c'était des drôles de rigolos. Budget de 40 milliards. OK. Quels sont les efforts que vous faites pour optimiser? Parce que je ne suis pas sûr qu'ils comprenaient ce que ça voulait dire optimiser, mais bon, moi, je suis méchant. Pas avec mes enfants. Puis de nature. Nature, mais tu sais, quels sont les efforts que vous faites d'optimisation dans le réseau, tu sais, pour pas diminuer la qualité des services, mais en avoir plus pour notre argent, des trucs comme ça. Ils me regardaient avec des grands yeux comme si je venais de la planète Mars. Là, ils m'ont parlé d'un truc extraordinaire qui s'appelle Optilab. Vous connaissez ça, Optilab? Optilab, c'était le regroupement des laboratoires médicaux, les prises de sang et tout ça, pour faire des économies. Et puis, il y avait à la clé aussi l'implantation d'un logiciel pour gérer tout ça. Implantation qui avait un calendrier de déploiement sur 15 ou 18 ans, je ne me souviens plus trop. Puis là, à un moment donné, j'ai posé la question, j'ai dit « Ouais, mais c'est parce que quand vous allez avoir fini de le déployer, il va être obsolète. Comment vous gérez ça? » Puis tout ça. Bon. Mais de l'autre côté, c'est des détails sans importance. En disant, très bien. Donc, c'est une démarche, c'est un projet majeur, ça, dans votre ministère. Oui. Écoutez, vous connaissez les enjeux au ministère de la Santé, là, puis les listes d'attente en chirurgie, c'est pas à vous que je vais expliquer ça. Et lui, le projet majeur, là, venant du sous-ministre adjoint responsable des plateaux techniques, responsable des hôpitaux, des CLSC, ces trucs-là, là, c'était Optilab. Okay? Regrouper les laboratoires. OK, à terme, là, selon toutes vos analyses savantes, je ne vous parlerai pas d'améliorer la qualité des services parce qu'on voit ex post aujourd'hui que c'est une catastrophe, cette affaire-là. Pensez économiser combien? Ah, là, il y avait fait de savants calculs. 22 millions. 22 millions. OK? Sur un budget à l'époque de probablement 40-45 milliards. On les a quasiment sortis par les pieds devant. On les a arrêtés, là. Alors, les gens s'intéressaient à des choses insignifiantes pour ne pas travailler sur des choses importantes parce qu'il y avait trop d'enjeux politiques. Alors, c'était comme ça dans beaucoup de ministères. C'était pas aussi pire. Ça, je pense que c'est un cas extrême. Mais d'où l'importance de faire les choses de manière transparente, de publier les résultats de l'évaluation. Parce qu'ils nous disaient tous, d'ailleurs, oui, on en fait. Première question, c'était toujours la même. Faites-vous de l'évaluation de vos programmes? Ah, ben oui. OK. On peut-tu voir les résultats? Ah, ben là, ça, c'est plus compliqué. Il y a une partie de ça qui est confidentielle. Une partie, c'est de l'auto-évaluation. C'est un peu flou, l'affaire. T'sais. Fait que la transparence, moi, je pense que c'est fondamental. Il faut qu'on évalue un programme, il faut que les résultats soient dans le journal le lendemain matin pour que les citoyens soient informés. Et l'indépendance. L'indépendance, c'est quoi? On ne dit pas...
On n'a rien contre les fonctionnaires, mais ça ne peut pas être des fonctionnaires qui s'évaluent entre eux. Donc, oui, les fonctionnaires peuvent mener l'évaluation, mais créer un comité, une commission avec des gens de l'externe qui vont regarder ça, qui vont un peu comme un conseil d'administration. Pourquoi? Parce qu'on voulait lutter... D'abord, on voulait lutter contre la sédimentation de programmes. Encore aujourd'hui, la sédimentation de programmes, que ce soit du côté fiscal ou budgétaire, c'est un fléau. Il n'y a rien qui disparaît. Il n'y a juste que des nouveaux programmes qui arrivent. Donc, on voulait lutter contre la sédimentation. Et ça, je pense que c'était l'aspect majeur de la chose. Puis, en même temps, le gouvernement voulait cherchait des économies pour lutter contre le déficit, ne voulait pas faire des coupes paramétriques comme on avait déjà vu dans le passé. 3 % across the board. Il voulait y aller de manière méthodique, chirurgicale, basée sur une certaine connaissance des choses. Puis, évidemment, si on a besoin de faire des économies, commençons donc par éliminer les choses qui ne servent pas à grand-chose ou qui fonctionnent plus ou moins bien ou qui ne donnent pas les résultats qu'on pensait qu'ils donnaient. Si je vais du côté fiscal, même si on l'a regardé, ça aussi, un peu, parce qu'on avait une table sur l'aide aux entreprises. Donc, faire un peu le portrait de l'aide aux entreprises à la grandeur du gouvernement, c'est quasiment une tâche impossible. C'est quasiment une tâche... Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de crédits d'impôt. En plus, il y a des programmes, il y a plein d'organismes. C'est comme... C'est une espèce de pizza all dress, cette affaire-là, indigeste. Donc, on avait créé une table pour essayer d'organiser tout ça. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Donc, on a dit, on va regarder les écoles privées. Le gouvernement subventionne les écoles privées. On va regarder ça, voir. Ça marche-tu? Pourquoi? Parce qu'on avait des données, on était capable de le faire. Évidemment, les résultats qu'on a eus, on ne faisait pas plaisir à tout le monde, là, notamment, entre autres, avec les écoles privées, ou l'aide aux agriculteurs. Alors, on avait le président de l'UPA qui faisait sa conférence de presse en même temps que nous. Mais on n'avait rien contre eux en particulier. On est allé là où on pouvait. Mais ça démontrait, dans le fond, les enjeux, en fait, de la difficulté. Non, la difficulté. Mais si je peux ajouter, hein, il est long à mon collègue. Hein, quand... Bon, moi, L'esprit de synthèse, okay. Robert. Je me pensais à RDI, là, tu sais. Mais je peux vous dire que nous avons eu un appui politique précieux et fort, et de la part du ministre Courtois et de la part du premier ministre lui-même. Moi, comme présidente, j'ai eu à les rencontrer de façon régulière. Alors, l'appui politique, on pensait qu'on était bien positionné pour cette fois-ci que ça fonctionne, l'évaluation de programme. On avait un appui politique fort. On était content de la formation de notre comité. Sauf que on était un comité complètement indépendant de la fonction publique. On avait un secrétariat de la fonction publique, mais on était complètement indépendant. On n'était pas dans le processus du gouvernement comme tel. Ça a des avantages, oui, on va découvrir des voies nouvelles, etc., mais ça a aussi des inconvénients comme tel. Alors, dans notre suggestion du mécanisme d'évaluation de programme, on voulait donc qu'il y ait une unité d'évaluation de programme qui relève du président du Conseil du Trésor, qui n'est pas le secrétariat du Conseil du Trésor, qui est une unité en tant que telle. Et le président du Conseil du Trésor se réfère au comité de priorité où siège le premier ministre. Hein? Parce que ça, c'est important pour que les décisions gouvernementales se prennent par la suite. Cependant, mes amis, je dois vous dire qu'il y a
un élément qui n'était pas là pour nous aider dans la réussite, c'est qu'on était en déficit structurel budgétaire. Le comité de transition l'avait dit, là, le rapport Godbout puis Montmarquette l'avait dit. Et notre expérience qu'on a eue, on l'a marqué même dans notre rapport, on pourrait vous dire que pour qu'il y ait des chances de réussir une évaluation de programme, il faudrait le faire quand on est en surplus budgétaire et non pas en déficit, comme à l'heure actuelle. T'sais, le gouvernement Legault a eu une chance exceptionnelle quand il est arrivé au pouvoir. Il était en surplus budgétaire. Ça a été le temps de lancer l'évaluation de programme dans les ministères. Quand vous êtes en situation de déficit, c'était le cas quand nous étions là, c'est encore le cas aujourd'hui, bien, je dois vous dire que la résistance commence déjà dans l'appareil gouvernemental, chez les fonctionnaires. On veut couper. Est-ce que c'est mon poste qui va être coupé? C'est plus du tout la même atmosphère de travail. Quand on est en surplus budgétaire, l'appareil gouvernemental va davantage s'impliquer, mais il faudra toujours, comme Robert le dit, beaucoup plus de transparence. C'est clair que dans la population, il y a des résistances aussi, mais oublions pas, notre population est plus scolarisée au Québec. Elle peut comprendre aussi des choses, mais il faut lui donner les bonnes informations. Quand on dit à la population qu'un programme ne fonctionne pas pour X, Y, Z, elle comprend ça aussi. Alors moi, je pense que ça serait une des conditions de réussite d'évaluation de programme, ce qui n'a pas été le cas pour nous. Puis en plus, étant la seule ex-politicienne sur le groupe, je peux vous dire que pour réussir aussi, il faut que vous ayez 1, 2, 3 ministres qui sont je dirais, des fans de l'administration gouvernementale, qui aiment l'administration gouvernementale, qui y croient et qui vont piloter une telle réforme. Ce qui n'est pas donné à la majorité des politiciens, je dois vous le dire. Quand on est en campagne électorale, on fait des annonces, plein d'annonces. Puis quand on arrive au gouvernement, on veut les mettre en application. Mais oups, la gestion gouvernementale comme telle. Alors, ça, c'est fort important pour réussir une évaluation de programme. Et dans le contexte actuel, malheureusement, Robert et moi, on n'est pas au courant là, de ce qui se passe dans notre gouvernement actuel sur l'évaluation de programme. On ne peut pas vous le partager. Peut-être que Mme de l'ENAP va pouvoir nous dire. Marie-Soleil qui va pouvoir fondre. mais nous, on ne le sait pas. Alors, nous, on avait un ministre qui vraiment s'intéressait à ce qui se passait dans la gestion gouvernementale et qui avait vraiment la motivation pour faire aboutir les choses. Et vous savez, ce qui se passe, après on a déposé notre rapport, quelques mois plus tard, hop, remaniement ministériel. Chlouc! Le ministre qui était vraiment pro-organisation gouvernementale a été changé de place. T'es rendu à la sécurité publique, je ne sais pas où, aux affaires municipales. Fait que là, tu as un nouveau président du Conseil du Trésor qui arrive. Est-ce que c'est un fan de la gestion gouvernementale? Est-ce qu'il aime ça? Est-ce qu'il y croit? Ça, c'est autre chose. Alors, c'est un peu ce qui arrive dans la dynamique.
Un élément gouvernement. dont vous avez parlé, la résistance des fonctionnaires ou de ceux qui sont... Comment vous... Parce qu'on l'a vu, vous y alliez, vous alliez poser des questions, il y avait un objectif, on le connaissait là, dans ce contexte-là, mais qu'est-ce qui explique ça, cette résistance-là? Ils vont perdre leur emploi, mais c'est pas ça, c'est peut-être d'autres éléments qui pourraient... Comment on pourrait les convaincre? D'abord, je veux dire, on n'a pas agi en brut sauvage. Ils étaient préparés. Donc, les invitations étaient faites longtemps d'avance et ils pouvaient préparer un dossier et ils pouvaient même choisir les sujets qu'ils souhaitaient aborder avec nous. Donc, c'était pas si... amener les sujets sur lesquels il y avait des données, où il y avait déjà des choses en place. Exactement. Mais néanmoins, il n'y en a presque pas qui ont été en mesure de nous apporter des résultats concrets d'évaluation. Pour répondre à ta question, je ne connais pas la réponse. Je pense que c'est ce que Lucienne disait tantôt. Quand le contexte économique et budgétaire est favorable, ils se sentent moins menacés. Et puis là, peut-être que ça permet un dialogue beaucoup plus profitable et beaucoup plus profitable. Et donc, on est capable d'avancer. Dans un cas de restriction puis de contrainte budgétaire, on n'est pas capable d'avancer. Non, je comprends. Donc, Marie-Soleil, c'est ça, on va aujourd'hui, là, dans le contexte ou dans ce qu'on apprend de cette expérience-là, comment on peut avancer? Bien, moi, je suis fan de l'administration publique. Je vous dirais que, effectivement, les fonctionnaires... et je pense que l'être humain en général, on sait, le changement, là, il y a très peu de gens qui cherchent le changement. La résistance au changement, vous en avez tous des exemples dans vos organisations. Et quand on voit qu'il y a un changement qui se fait bien, c'est parce que il est planifié, qu'on a fait une gestion de changement. Vous parliez de communication aussi. Je pense que c'est un autre des éléments. Et je dois vous dire que quand je suis retournée voir les écrits de la commission, tu sais, moi, ce que j'aimais, c'était beaucoup cette notion-là de permanence. Et malheureusement, ce qu'on voit, et c'est pas juste propre au Québec, au Canada, mais c'est que souvent, pour que les gens puissent accepter le changement, on est dans une situation de crise ou de perception de crise. Et vous avez raison, c'est pas l'idéal, mais souvent, quand tu n'es pas dans cette crise-là, la résistance au changement est telle que c'est très, très difficile d'amener un changement. Vous demandiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses qui se font? Bien, pas de manière transparente et publique et certainement pas de façon continue. J'ai le bonheur, avec des étudiants, avec les gens que je rencontre, d'avoir des fois des petits insights sur ce qui se fait, des consultants des fois aussi qui sont engagés par des ministères pour faire des évaluations, mais c'est certainement pas de façon systématique et continue comme on l'aurait souhaité suivant votre rapport. Et donc, on se retrouve, je vous rappelle là, que dans les 13 dernières années, malgré le fait que le ministre Audet, en 2007, avait sorti une loi disant qu'on ne pouvait plus faire de déficit, si je regarde les 13 dernières années, il y en a 7 fois où j'en ai fait des déficits. Donc clairement, parce que ça avait derrière cette loi-là, il y avait quand même un mécanisme d'autodiscipline, de dire, on va s'organiser. Puis on le voit dans d'autres pays. Je ne sais pas si vous avez lu dans la presse là, cette semaine, on parlait de la Suède, de dire, écoutez, ce que ça demande, c'est de prioriser certaines choses. Et ici, on est très, très bon pour rajouter. Et il y a les promesses des politiciens, mais il y a aussi la population qui en demande toujours plus. Et le réflexe, c'est pas mal plus sexy d'avoir un nouveau programme, de construire un nouveau bâtiment que de rénover quelque chose. Donc, les besoins de la population, il y a aussi le coût des services qui augmentent. Même si j'avais des besoins, tu sais, je répondais aux mêmes besoins, ces besoins-là augmentent. On a le défi du vieillissement de la population, par exemple. Donc, ça devient très, très difficile de naviguer
entre... puis de retourner à cet équilibre-là qui est souhaité. Puis des fois, c'est pas toujours clair quand on parle d'évaluation de programme parce que des fois, on parle d'optimisation de la façon dont on livre un programme, alors que d'autres fois, c'est vraiment de regarder est-ce que je suis en train de... Si mon objectif, c'était pour les garderies d'être... de m'assurer que les enfants défavorisés avaient un endroit où plus jeunes, ils pouvaient être pris en charge. Ça, pour moi, c'est la définition du programme, puis le programme doit avoir des objectifs avant qu'il soit approuvé. Mais je pense qu'il y a énormément de gaspillage qui se fait aussi dans la façon dont on va opérationnaliser ce programme-là. Il y a un chercheur que j'aime beaucoup qui a écrit un livre qui s'appelle The Audit Society, où est-ce dans nos cultures, on se rend compte que cette idée-là de toujours rajouter des contrôles, des audits, des procédures. Les programmes sont souvent très, très lourds et très coûteux à administrer. Ça arrive des fois où, et le politique y contribue aussi, là, mais ça arrive des fois où je vais dépenser peut-être 200 000 $ par année pour être sûr de peut-être pas gaspiller 5 000 $. Voyez-vous? Donc, je pense qu'il y a ces deux volets-là et malheureusement, pas très sexy, mais quand on veut faire une bonne évaluation de programme, ça veut dire qu'il faut se mettre les mains dedans. Je pense qu'on ne peut pas juste dire on va appeler un consultant qui rapidement va faire ça. Je pense que ça prend des gens qui vont avoir le courage, le temps et l'énergie de soulever des constats. Et après ça, ça va prendre au niveau politique le désir de déplaire. Parce que c'est sûr que quand je rajoute quelque chose, si je rajoute un programme puis que vous n'en bénéficiez pas, ben vous n'allez pas aller dans la rue puis déchirer votre chemise. Par contre, si j'enlève un programme et que vous en bénéficiez et que là, ça vous enlève quelque chose, j'adhère à ce que vous disiez tantôt. Ça demande beaucoup d'explications, puis il faut être capable de prendre un peu de chaleur puis de l'expliquer dans un contexte de société. Et peut-être, dernier point à ce moment-ci, je pense que des fois, c'est ce contexte-là, ce projet de société-là, où est-ce qu'il va falloir qu'on fasse des choix. Parce que c'est plus soutenable là, de dire on va continuer sur la tangente et c'est même par rapport aux générations futures quelque chose qui est problématique, à mon avis. Donc, il va falloir faire des choix de société sur dire, bien, c'est quoi la base qu'on couvre? Mais moi, quand on me dit on a un système de santé universel, accessible à tout le monde, partout, c'est faux. C'est pas parce que... Puis on me dit, bien, au fédéral, c'est le fédéral qui nous empêche de mettre un ticket modérateur. Mais il y en a un ticket modérateur au Québec qui s'appelle la liste d'attente. Et si j'enlève la liste d'attente puis que je mettais toutes les ressources aujourd'hui, bien, c'est 100% de mon budget de 160 milliards qui seraient dépensés en santé. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix. Et ça, je pense qu'on a beau avoir de l'évaluation de programme, ultimement, c'est le politique qui va devoir être capable d'expliquer ces choix-là puis de le camper dans un choix de société. Je pense que l'élément que vous amenez qui est très important, c'est cette fameuse communication aussi, de l'information, de l'expliquer, de le faire, mais aussi de l'expliquer. Mais est-ce que vous, à travers les rencontres que vous avez faites lors de la commission, vous le voyez, cet aspect de communication, c'est au niveau du budget ou pourquoi le besoin de couper ou d'aller chercher cette efficacité ou ces économies, en fait, parce que ce qu'on voulait, évidemment, nous, c'est améliorer. C'est vous, ce que vous vouliez, vous, c'est vraiment améliorer les choses, faire des économies où on pouvait en faire. Mais il y avait quand même un enjeu de communication à ce moment-là aussi, où quand on l'a vu, quand vous avez sorti vos recommandations, certaines fois, c'est un manque de connaissance de la réalité ou du besoin, comme vient de dire Marie-Soleil, en fait, dans le système. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers sur lesquels on pourrait apprendre pour la suite? C'est à moi qui se pose la question. Je ne suis pas sûr déjà réfléchi à cette question-là. Moi, comment on dit ça? C'est ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Là. Je pense que ça s'applique ici. Quand vous avez vous appuyez sur des données fiables, une méthodologie rigoureuse,
il y a eu un examen externe, hein, je mets mes principes d'évaluation. Ben c'est ça, la job de communication. Le reste, ça va Le suivre. contenu, là, c'est ça, la méthode. Quand ton évaluation tient sur du vent, tu fais ça en secret, l'exercice de communication est d'autant plus difficile. Mais quand c'est clair, c'est bien fait, quel que soit le résultat, voilà. Ça, Et c'est ça qui est important, je pense, parce que... c'est ça qui est important. Si on dit le crédit d'impôt X, Y, Z devait aider les entreprises à faire telle chose, puis après 15 ans, ou disons, au Québec, 25 ans, pour laisser être bien sûr là, qu'on a laissé la chance aux coureurs, puis on ne voit pas le début du commencement de l'output que ce crédit-là, bien là, je pense qu'on peut tirer à la plug. Puis ça se communique bien. Mais ça, c'est un indicateur en partant. Voilà. C'est que moi, je pense que souvent, on crée des programmes, mais on n'a pas pensé en créant le programme, comment on va mesurer que ce programme-là est un succès. Je le vois dans des plans stratégiques, des gens qui me sortent des plans stratégiques, puis c'est beaucoup de paroles, mais puis là, on leur dit, mais comment tu vas le mesurer? Il y a le 3/4 qui ne se mesure pas dans ce qu'ils font. Donc, moi, je pense que ça prend quelques indicateurs, puis je ne suis pas en train de dire que tout se mesure. Oui, il y a toujours une partie qualitative, mais je pense qu'il n'y a pas un programme qui devrait avoir le droit d'exister si on n'a pas quelques indicateurs qui vont être mesurés sur une base régulière pour être capable de nous dire, bien, oui, on est en train, non, puis on expliquera pourquoi. Puis on peut les changer, ces indicateurs-là, mais je pense qu'il faut, dès la conception du programme, être capable de se dire comment ça va se traduire en succès. Juste un exemple là-dessus. Les municipalités. On a travaillé beaucoup sur les municipalités. Parce que moi, j'avais un intérêt personnel dans la chose, mais aussi, une fois qu'on a fait le portrait des transferts du gouvernement du Québec vers les municipalités, ça s'élevait à des milliards de dollars. De différents ministères. De différents ministères. Une fois que tu as raccordé tout ça. Et puis là, on regarde, on dit, on a l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, qui fait une enquête sur la rémunération, tout ça, qui nous dit, bien, les fonctionnaires municipaux sont, à l'époque, c'était à peu près, disons, 25 mieux payés que... Bon, donc là, on dit, c'est quand même intéressant. On a là un gouvernement qui se serre la ceinture, qui essaie de maintenir des urgences ouvertes en région, qui répare des trous dans les routes et tout ça, et qui, en même temps, transfère des milliards de dollars aux municipalités, transfert qui se retrouve sous forme de rémunération nettement bonifiée auprès des fonctionnaires municipaux. Là, il y a quelque chose, là. Alors, on a regardé ces choses-là. On a regardé l'efficacité des services municipaux. En fait, bon, je vous laisse un peu conclure là, sur les résultats, mais ça se communiquait bien. Le problème, après ça, est devenu politique. Là, on a vu les réactions. Je suis sûr qu'ils ont eu pas mal de maires de région qui ont cogné à leur porte pour leur dire c'est quoi cette affaire-là. Puis là, chez nous, puis bon. Alors. On a vu la réaction dans les médias, enfin, c'est parti. Non, mais eux autres, ils vont plus à la carotide. Tu sais, ils traînent pas dans les corridors. Ils sont allés direct au bureau du PM, puis le lobby municipal au Québec est très, très bien organisé, très efficace. Alors, ils ont eu à peu près gain de cause dans ce cadre-là. Puis moi, par la suite, j'ai continué avec mon centre à publier un palmarès des municipalités du Québec et ils ont eu notre pot aussi. Donc, ils ont convaincu le gouvernement, enfin, d'une certaine manière, de ne plus avoir à transmettre d'indicateurs de gestion sur leur efficacité. Voilà. Donc, ça, c'est un beau cas où les données existaient. L'évaluation était faite sur 35 indicateurs différents. Combien ça coûte d'énergie, 1 kilomètre de rue, entretenir 1 kilomètre de tuyaux d'égout, des choses de base, les matières résiduelles, des choses de base. Des indicateurs précis pour pouvoir comparer entre elles, puis tout ça. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire.
Donc, Tu sais, moi, je me dis, être un conseiller municipal, avant, je dois approuver un contrat de déneigement. Moi, il me semble que ça m'intéresse de savoir les municipalités autour dans ma MRC, là, c'est combien. Puis je me souviens, à cette époque-là, il y a un journaliste qui m'avait appelé et il s'opposait à ces travaux-là, alors que je me disais, hey, tu n'as même pas eu à payer pour avoir cette information-là. Me semble que c'est utile. Donc, c'est là où je pense que le côté politique est important. Bon, on va avoir un budget qui va être déposé prochainement. Et pour moi, le dépôt du budget, c'est un beau moment de communication avec la population. Et vous remarquerez que il y a toujours, on vient toujours présenter pendant le budget tout ce qu'on va faire de nouveau, de plus. Hein? Et il y a deux choses qui m'énervent toujours là-dedans. La première, c'est qu'on va parler pour les 5 prochaines années, alors que le budget il est adopté juste pour la prochaine année. Mais même si on parlait juste de la prochaine année qu'on adopte, moi, quand je suis comptable, quand je fais la somme de tout ce qu'on présente de nouveau, puis je fais l'augmentation des dépenses, ça ne fonctionne pas. Alors là, je leur dis, mais comment? Ah, mais on va optimiser, on va couper des choses, on va avoir des listes d'attente, ça, ils ne le disent pas. Il y a des programmes qu'on met, mais on sait très bien qu'on ne sera pas capable de les livrer. Et moi, dans mon monde idéal de licorne, là, bien, le gouvernement, il ne communiquerait pas juste ce qu'il va faire de plus, mais il dirait aussi, bien, voici ce qu'on va arrêter de faire. Ceci étant dit, il l'a fait à la mise à jour budgétaire. Il y avait une mesure, puis je pense que ça a bien passé, mais où est-ce je trouve qu'il a bien expliqué pour les travailleurs d'expérience. Hein? Il l'a pas bien expliqué? Non? Ah, OK. En tout cas, il a essayé. Mais, en tout cas, au moins, il l'a fait, tu sais. Hein? On va essayer d'être positif. Mais je pense qu'il y a un exercice de communication parce que c'est pas soutenable de toujours. Puis même comme population, moi, je pense que les citoyens doivent être inquiets quand un gouvernement fait juste présenter ce qu'il va faire de plus, de plus, de plus. Je pense qu'on doit aussi exiger de nos gouvernements qui nous disent, OK, mais qu'est-ce que tu vas arrêter de faire? Qu'est-ce que tu vas faire différemment? Donc ça, je pense aussi qu'en termes de communication, mais ça n'a pas l'air d'être dans les mœurs. Non, je ne pense pas que le simple citoyen va te demander ça. Non, le simple citoyen va te demander ça. Là, c'est le rôle du ministre des Finances. Je ne sais pas si M. Laito est encore ici. Oui, bon. Alors là, un ministre des Finances, ça l'aime beaucoup annoncer des nouvelles choses. Sans nécessairement dire comment ils vont être financés. Alors là, à l'intérieur d'un gouvernement, là, c'est l'ex-politicienne qui vous parle. Je ne sais pas comment ça se passait, parce que là, je vois les deux collègues qui sont ici. Mais il y a un lien stratégique à l'intérieur d'un gouvernement. C'est le président du Conseil du Trésor avec le ministre des Finances. Il faut que ça marche ensemble dans la même direction. Si ça ne marche pas ensemble dans la même direction, je dois vous avouer que c'est très problématique. Moi, j'ai eu cette chance-là au gouvernement fédéral. Quand j'étais présidente du Conseil du Trésor pendant 3 ans, mon vis-à-vis, c'était Paul Martin. Alors, on a marché la main dans la main ensemble. Et je suis arrivée, moi, après les grosses coupures budgétaires de 1995. Mais là, il y avait un trio très, très fort qui était M. Chrétien, M. Martin et le Conseil du Trésor. Les 3 travaillaient ensemble et étaient d'accord avec les orientations qui étaient prises. Ça, au sein d'un gouvernement, là, c'est la clé du succès au plan des finances publiques. C'est pas toujours le cas. Hein? La rivalité entre ministres, ça existe. Hein? Les députés d'arrière-ban qui veulent aussi avoir votre place, ça existe aussi. Alors, il y a toute une dynamique qui est là, qui peut être favorable ou non favorable.
à ce que tu demandes, Marie-Soleil. Mais tu es pas mal idéaliste. Si je peux me permettre, en fait, on le voit, le contexte actuel, on l'a dit tout à l'heure, vieillissement de la population, les enjeux finances publiques, même ce qui est en train de se passer là, au sud de la frontière, ça met encore plus de pression qui vont faire que, même s'il y avait un plan, le plan d'hier est plus bon. Puis, quand on préparait moi, je parlais avec vous sur Monsieur Girard a essayé, plusieurs fois même d'impliquer la communauté scientifique, d'aller chercher des idées. Il en parlait de ça, où on peut couper, comment on peut le faire. C'est sûr que on peut dire que c'est un exercice, et il veut montrer qu'il le fait. Mais en tout cas, il y a eu cette volonté-là. Il n'a peut-être pas bien expliqué, mais il a essayé. En tout cas, on le sent actuellement qu'il n'y a pas de choix, il y a besoin de solutions, il y a besoin d'aide. Comment on peut l'aider, en fait, un peu plus? Continuer à faire ce qu'on fait tous, c'est-à-dire étudier les programmes, étudier les mesures, les politiques publiques, publier des rapports qui sont lus ou pas, qui sont repris par les médias ou pas, mais toujours continuer. Puis à un moment donné, ça finit par remonter à la surface. On regarde aujourd'hui, moi maintenant, je suis très orienté sur les politiques publiques en lien avec la croissance de la productivité puis le niveau de vie. Ça fait 15 ans qu'on fait ça. Avec l'équipe, puis tout ça, puis je ne suis pas tout seul. Bon, l'enjeu existe depuis 40 ans au Canada. Le productivity puzzle, là, au Canada, il existe. On le connaît depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que les gens publient des rapports, des articles, des études là-dessus. Ça commence à peine à monter à la surface. Ça s'en vient tranquillement en haut de l'agenda politique aujourd'hui, au moment où on se parle. Donc, c'est ça. Il faut continuer. Taper sur le clou. C'est sûr que comme chercheur, on aime ça. Une fois qu'on a étudié quelque chose, puis on a vidé la question, puis on ferme ça, puis on a le goût de passer à autre chose. Mais des choses qu'on a faites il y a 25 ans, des fois, sont encore aujourd'hui très d'actualité. C'est ça, on va ouvrir le papier, le rapport de Luc, là, tu vas nous laisser l'ouvrir, mais je pense que c'est important, on l'a vu, que dans ce soir, les rapports que vous avez publiés, il y a des éléments qui sont encore pertinents, et ils le savent, on en a rediscuté lors des rencontres. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut continuer de taper sur ces clous-là, mais on est mieux équipé encore aujourd'hui pour le faire. On a accès à de meilleures données, on connaît de meilleures méthodes, la science évolue. Mais c'est Lucienne ou Marie-Soleil, en tout cas, les gens sont quand même assez éduqués, ils comprennent quand on prend le temps de leur expliquer. Puis, malheureusement, moi, ce que je déplore un peu aujourd'hui, c'est qu'on a beau arriver avec des faits basés sur des données, tout ça. Souvent, quand même, les médias nous traitent quand même en idéologues. Puis là, ça m'arrive souvent de participer à des panels comme ça, mais un peu plus dans des niches un peu plus précises, là. Et puis, sur, par exemple, l'état de la productivité au Québec et au Canada. Puis là, j'ai des gens qui viennent dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas et que... Et là, oui, mais attendez, là... les données sont là. Il y a les données... Oui, mais c'est sûr que si je compare le Québec avec l'Idaho, je me rends compte que, tu sais, OK, mais on peut toujours choisir... mais globalement, je pense qu'il y a un constat assez clair que, par exemple, il y a un enjeu sérieux de productivité au Canada. Puis d'ailleurs, on le sait parce que là, ça nous pète d'en face. Là, c'est mis dans le budget, c'est écrit au début, là, c'est ça qu'on veut résoudre. La panique actuelle autour des tarifs de Trump, elle vient en partie de ça. Elle est alimentée par ça. Comme il y a 15 ans, quand le dollar canadien est arrivé presque à parité avec le dollar américain, même panique auprès des entreprises au Canada. Pourquoi? Elles ne sont pas compétitives. Pourquoi elles ne sont pas compétitives? Elles ne sont pas productives. Elles ne sont pas résilientes, elles ne sont pas résistantes au choc. Bon. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Donc, c'est pour ça que c'est un peu une plug pour Cyrano aussi, là, mon affaire. Mais... Ça, pour tous les centres de recherche, je pense que notre rôle est important. On le voit, là, on est de plus en plus présents. Les journalistes, c'est pas du monde qui comprennent vite, ça. Il faut leur expliquer longtemps, tu sais.
Moi, j'aurais peut-être juste voulu, quand je me promène, moi, dans des conférences, puis qu'on parle de productivité du secteur public, hein, puis à l'intérieur parce que ça, je pense que c'est un élément. Le mot qui revient souvent, c'est oui, mais c'est la faute des syndicats. Que le syndicat défend le statu quo. Et non, cette notion-là de productivité. On voit qu'il y a dans certains pays qui sont encore plus syndiqués que le Canada, où la façon dont fonctionne, puis là, il y a les syndicats, mais il y a aussi au niveau du Conseil du Trésor, comment est organisé. On n'a pas revu notre façon de gérer les emplois du gouvernement, là, du Québec et du Canada depuis très, très longtemps. Et cette flexibilité-là que le gouvernement voulait aller chercher pour améliorer l'efficacité d'un système de santé, d'éducation. Et je pense qu'il y a une conversation qui est nécessaire et il faut travailler avec les syndicats, mais encore là, vous allez dire que je suis idéaliste, hein, mais moi, je me dis que ça va... Ben oui, ça en prend des idéalistes, hein, mais je pense qu'il faut absolument être capable de trouver... Et ça, je ne pense pas que ça se fait dans le cadre d'une négociation de convention collective. Je pense que ça se fait en dehors de ça, où on se dit, hey, on fait ça pour la productivité. Et tu sais, cette idée-là que tu as un emploi, puis que tu rentres en quelque part, puis tu vas rester là toute ta vie, on voit plus ça. En tout cas, moi, mes étudiants, ils veulent pas ça. Ils veulent contribuer à du changement. Ils veulent améliorer les choses. Donc, je pense qu'il faut aussi que l'organisation du travail, employeur et syndical, soit modifiée pour avoir cette productivité-là en tête, puis venir dire, OK, toi, ce que tu fais là, ça ne sert plus à rien, mais je vais te payer pour te former à faire quelque chose dont j'ai besoin, ou faire ce que tu fais, mais d'une façon différente. On a peut-être un petit peu la pensée magique que les gens vont eux-mêmes, là, parce que je coupe leur budget, eux-mêmes vont trouver une façon, en coupure budgétaire, d'optimiser leur façon de faire. Là, je ne suis pas idéaliste, je le sais que ça ne fonctionne pas. Oui, souvent, on essaye de parler d'innovation dans les politiques publiques ou dans la gestion, là, mais on en est encore là. Je vois le temps qui passe. On avait prévu une période de questions. Ils sont partis, on peut parler longtemps. Alors, je vais ouvrir, en fait, à la salle les questions. Il y a un micro qui va se promener. Si vous avez des questions, puis la question qui reste là encore importante, comment on met en place cette révision permanente des programmes, finalement? Est-ce que... Allez. Le micro à Martin. C'est parce que je vais être sur un panel. Ça fonctionne? C'est parce que je vais être sur un panel après. Donc, je ne peux pas vendre mon punch tout de suite. Ouais. Une petite réaction quand même sur ce permanent-là. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut donner comme idée? Regardez, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein? Je pense qu'il y a des éléments qui ont été décrits par Mme Robillard qui sont du domaine de la vie réelle. Hein? Elle a parlé de l'alliance indéfectible qui doit unir le premier ministre, le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor. Et je dois dire qu'on l'avait, cette alliance, mon cher Carlos, et on l'avait avec le premier ministre, certainement. Maintenant, il y a eu, et vous l'avez soulevé, il y avait deux choses qui se confondaient dans les objectifs, au moins temporellement. Il y avait l'élimination du déficit, puis il y avait un État plus performant, un État plus pertinent, un État capable de rendre les services aux citoyens en ayant des meilleurs programmes, des programmes qui fonctionnent. Et je crois que lorsqu'on fait les deux choses simultanément, on se crée des difficultés énormes. Je suis conscient du fait que lorsque crise, on peut mobiliser peut-être davantage, mais je pense que c'est pas forcément une fatalité, mais j'ai toujours eu l'impression qu'une fois le déficit éliminé, l'appétit pour la suite des choses, qui, quant à moi, était beaucoup plus importante que la seule réduction du déficit, ben ça s'est perdu. Et je ne dis pas qu'il n'y avait plus d'alliance indéfectible entre le premier ministre, le ministre des Finances et les successeurs successifs, parce qu'il y en a eu 5 présidents du Conseil du Trésor sous le gouvernement de Philippe Couillard en 4 ans et demi.
elle existait probablement, cette alliance-là. Mais est-ce que la priorité était la même qu'au point de départ? Je ne sais pas. Moi, je m'occupais des municipalités. je m'occupais de la sécurité publique. Vous vous souviendrez qu'il y avait des inondations. Ouais, J'étais on se rappelle. peut-être même plus occupé qu'à l'époque où à la fois je travaillais avec le ministre des Finances pour éliminer le déficit et avec la commission de révision permanente des programmes pour mettre en place un mécanisme permanent. Alors, est-ce qu'il va falloir le faire un jour? Certainement. Est-ce qu'il va falloir créer quelque chose qui soit permanent à l'intérieur de l'appareil public? Absolument. Il va falloir que ces choses-là soient revisitées, mais plus que revisitées, exécutées avec persistance, avec détermination. Merci beaucoup. On a une question. François Vaillancourt. Oui. Je lance la discussion. Vous pourrez En écoutant ça, les gens qui ne vous connaissent pas tous. oui, François Vaillancourt, fellow au Cyrano, puis je lance la discussion en faisant appel à mon expérience d'expert pour la Banque mondiale. Je suis allé dans à peu près 3 douzaines de pays pour mettre en place des réformes sur la décentralisation. Donc, un aspect, finances publiques, dépenses et ainsi de suite. Puis je vous écoutais, puis je me pensais en Afrique à un moment donné, en vous écoutant parler. Là. Je ne veux pas pour être méchant, là, mais le point crucial que vous avez fait ressortir à un moment donné, c'est la présence de ce que nous, on appelle un champion. Ça vous prend quelqu'un qui veut le faire dans le gouvernement. Et ça vous prend une pression importante pour que cette personne veuille le faire. Et je vais juste noter 2 faits intéressants. Sur l'importance des champions, on a organisé une conférence il y a une quinzaine d'années au Andrew Young School of Policy Studies sur pas comment décentraliser, mais pourquoi ça ne marchait jamais. C'est la conférence où tous les experts invités sont venus. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, ça. Tout le monde voulait nous dire « Ouais, j'ai eu tel problème, puis il n'y avait pas de champion. Puis c'était tellement bien beau, ma réforme, mais ça n'a pas marché. » Alors, faites-vous-en pas, vous n'êtes pas tout seul. Moi, internationalement, ça semble être ça, le résultat global. Mais j'ai un cas de réforme qui a marché, ma première, peut-être la seule qui a marché, de fait. C'était au Maroc. Puis pourquoi? C'est une réforme de la péréquation municipale. Je pourrais adresser M. Coiteau sous un de ses chapeaux. Mais il y avait 1500 municipalités. On avait une maudite belle formule canadienne qu'on leur suggérait. Puis, il n'a pas intéressé pas toutes, parce que essentiellement, eux, c'était à la tête du client. Fait, il y avait été un nouveau mécanisme où il donnerait à des tranches de 300 municipalités des montants différents par habitant. Puis, c'est une formule, c'est fantastique, on va avoir l'argent de la Banque mondiale. J'étais horrifié. Mon chef de mission m'a dit « François, c'est ton problème. » J'ai fini par dire au gars, bien, vous savez, vous avez donné 1 $ au groupe A, 2 $ au groupe B, puis 5 $ au groupe E. Ça veut dire qu'il y a 1200 maires sur 1500 qui vont vous haïr, puis vont vouloir savoir pourquoi il n'y a pas 5 $. Je vous jure que c'est le moment où le gars des finances municipales marocaines m'a regardé, puis il a dit « Ouais, puis votre formule à vous, elle règle mon problème comment? » Pression politique, puis on s'était créé un champion. 3 ans après, la formule est en place. Mais c'est pas facile. Pensez-y, hein, M. Mulroney a mis à TPS, puis il y a eu 2 députés après. Comment vous allez vendre ça à du monde? Merci, François. D'autres questions, commentaires? Luc? Oui, c'est ça. C'est lui qui va nous... Il va répondre. Merci. Puisque Marie-Soleil a parlé de la seule mesure fiscale qui a été changée à la mise à jour économique, je pensais revenir là-dessus. Puis Nathalie, derrière, a dit que ça a été mal communiqué. C'est ça. C'est ça. Donc, la mesure existe. Le ministre des Finances dit qu'il va faire l'examen des dépenses fiscales. La chaire évalue cette mesure-là. La chaire de Pierre-Carl Michaud évalue également la mesure. Donc, le ministre reçoit des études de manière publique. Il analyse ça. Il change une mesure fiscale dans sa mise à jour économique. Il l'explique. Il dit cette mesure-là a été mise en place à un moment où l'âge moyen de la retraite était 61 ans et le crédit débutait à 60 ans. Maintenant, l'âge moyen de la retraite au Québec est rendu à 64 ans et 7 mois. Je vais donc déplacer l'âge de début du crédit à 65 ans parce que c'est pour inciter à prolonger la carrière, pas subventionner les 5 dernières années de ta carrière. Il explique assez bien dans la mise à jour économique son truc. Il fait les changements. 45 minutes après la fin de la mise à jour économique, le Journal de Montréal dit les vieux de 60 à 64 ans perdent X centaines de millions.
2-3 jours après, parce que là, on pourrait dire « Ah, mais là, que t'es pas fin avec le Journal de Montréal », la Société Radio-Canada, ou non, la presse, en tout cas, un des deux, qui fait une analyse puis qui dit « Le gouvernement commence à faire de l'austérité. Un exemple, le crédit a été resserré. » Mais le crédit a été resserré parce que l'objectif a été atteint, puis parce qu'on a le droit de réévaluer. C'est pas de l'austérité de réévaluer un crédit puis de le moduler. Donc, c'est un peu... Mais là, donc, puis tantôt... Robert a été critique avec les journalistes, j'ai entendu, puis il y en a pas mal dans la salle. Mais le ministre ne peut pas communiquer avec 9 millions de personnes individuellement. Il y a nécessairement quelque chose entre les deux. Donc, comment on fait pour que le message passe d'une mise à jour économique aux citoyens à travers les médias? Je ne sais pas si c'est une vraie question, là, mais si vous êtes capable d'y répondre, je suis vraiment preneur. C'est exactement ça, Luc, que j'ai senti. C'est exactement ça que j'ai senti quand je l'ai expliqué aux nombreux comptables en saison d'impôt des particuliers. Hein, on a expliqué ça. Puis moi, je m'attendais à avoir aucune question, mais non, les mains se sont levées. J'avais des questions, mais on dirait qu'ils n'avaient pas compris la base au départ. Donc, je pense que si on mettait autant d'efforts à expliquer au départ les objectifs, puis qu'on obligeait... Je ne sais pas, parce que ce qui m'a vraiment titillé de ce que vous avez dit, c'est on est allé avec les endroits où on avait des données, mais c'est comme dans ma tête, mon premier réflexe a été, bien, j'en prendrai pas de données, comme ça, je ne serai pas touchée. C'est un peu le premier réflexe que j'ai eu. C'est ce qui est arrivé dans certains cas. Voilà. Ouais. Question? Oui. Regarde, derrière toi. Je suis peut-être un peu à côté de la traque là, complètement, mais est-ce qu'on pourrait penser à un rôle plus grand pour le vérificateur général? Est-ce qu'on pourrait penser à un directeur parlementaire du budget? Il y en a un dans la salle d'ailleurs ici. Dans un processus de révision permanente. Puis souvent, ils le font. C'est sûr qu'ils ont des ressources limitées eux autres aussi, mais est-ce qu'on ne peut pas penser à, je sais pas moi, l'instauration d'un guide pour l'ensemble des... Je ne sais pas, là, je lance la question comme ça, puis je suis peut-être complètement à côté de la traque, mais ces deux organismes qui sont dans l'État qui peut-être pourraient jouer un rôle plus important, c'est bon? Bien, écoutez, je pense que si vous aviez lu mes notes, là, ça faisait partie des pistes. Vous les envoyer, si vous voulez. On a déjà eu des recherches aussi. Je me rappelle une étude que j'avais lue en Alberta où est-ce que c'était pas clair la division, tu sais, ce que le vérificateur général versus les gens en évaluation de programme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupaient. Moi-même, j'ai travaillé en début de carrière pendant 10 ans au bureau du vérificateur général et on se faisait toujours dire, t'as jamais à questionner le côté politique. Donc, c'était vraiment... Notre rôle, c'était l'efficacité, l'efficience, mais il fallait surtout pas... on n'avait pas le droit d'aller à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas changer ce rôle-là parce qu'ils ont l'indépendance. Et ils ont une certaine formation parce qu'il y a la capacité aussi de faire de l'évaluation de programme. Moi, j'ai déjà vu des évaluations de programme faites par des auditeurs internes, mais qui, ça ressemblait en rien à une évaluation de programme, même s'ils se disaient indépendants. Donc, je pense que l'idée de dire, bien, j'augmente la responsabilité, parce que là, ça nous assurerait le côté permanence, parce qu'il est permanent, mais c'est sûr qu'il faudrait le financer. Mais je pense que moi, je trouve que c'est une excellente idée parce que il y a déjà une structure. Moi, je ne suis pas trop fan de créer des nouvelles structures, mais cette structure-là, elle existe déjà. Et donc, je pense qu'il faudrait juste lui donner à la fois la capacité légale de le faire et la capacité administrative. Mais si jamais il y avait un journaliste dans la salle, j'aimerais beaucoup qu'il réponde à la question de M. Godbout, s'il vous plaît. Madame Rouillard, allez-y. Mais si vous permettez, là, je ne sais pas si je serais d'accord avec ça, moi. Il faudrait y réfléchir parce que le VG, là, il est en dehors de la fonction publique. Là. Oui, il y a un rôle indépendant complètement. Là. Hein? On a besoin de la fonction publique pour faire des bonnes évaluations de programme. On a besoin que les fonctionnaires embarquent dans l'évaluation de programme et qu'ils la veulent eux-mêmes. Là. Je vous trouve un peu idéaliste. Non.
Mais moi, je pense que si le fonctionnaire se sent pas menacé lui-même, que son poste va être aboli. Hein? C'est pour ça que je vous dis, quand on est en déficit budgétaire, pensez pas avoir une collaboration à 150 %, mais quand on est en bonne situation budgétaire, vous avez de la compétence chez les fonctionnaires. Une grande compétence. Je ne dis pas 100 %, c'est jamais comme ça, pas plus chez les ministres, là. Mais alors, il y a une grande compétence qui est là, mais il faut saisir le bon moment pour qu'il embarque dans la machine. Là, de s'en aller chez le VG qui est à côté, qui habituellement vient de te vérifier, là, bien, quand le VG rentre dans une organisation, là, laissez-moi vous dire que les fonctionnaires, là, ils ont les fesses serrées un peu, là, hein? Parce que, tu sais pas... Bon. Alors, moi, je serais hésitante. Alors, c'est pour ça que nous, on a penché plus sur une unité à l'intérieur de la fonction publique, bien que cette unité-là doit avoir un regard externe. C'est ça que Robert insistait. Là. Peut-être aussi pour compléter, puis parce qu'on peut imaginer toutes sortes de trucs, mais si on part de maintenant, là, puis bon, le passé, c'est le passé, puis on ne peut pas revenir dessus, bien, s'il y avait dans les lois, soit de l'administration publique ou quelque chose comme ça, qui dit, bien, maintenant, quand tu crées un programme, quel qu'il soit, faut que tu il y a différentes choses que tu dois faire. Un, en fonction de ta mission et des objectifs, tu dois collecter des indicateurs pertinents. Puis deux, il faut que tu reviennes dans 5 ans auprès de telle organisation pour faire état de ça. Et puis, ça veut dire que dans 150 ans, on va être correct. Tous les programmes vont fonctionner comme ça. Non, mais il y a des façons simples, dans le fond, de régler ces problèmes-là, mais ça ne se fait pas encore aujourd'hui, en 2025. Ça ne se fait pas. On crée des programmes comme ça, sur le coin d'une table, rapidement, pour éteindre un feu à gauche, à droite, sans... Oui, mais Robert, la loi d'administration publique a été changée avec la nécessité de faire les planifications stratégiques, mais comme dit Marie-Soleil, quand elle regarde les planifications stratégiques, les indicateurs, pour être mesurables à la fin, ne sont pas là. Alors, c'est un échec, la loi d'administration publique actuelle, selon moi. Dernière question, Catherine. Oui. Catherine Hack, professeure à l'UQAM. Je vous écoutais parler sur la collecte de données pour l'évaluation de programmes qui serait faite à l'interne. Moi, honnêtement, je pense que la collecte de données devrait être faite plus de manière indépendante, qui pourrait être faite par le gouvernement, mais par exemple via l'ISQ. Mais si les données sont collectées à l'interne, la qualité des données peut être modifiée selon les objectifs. Donc, tu sais, si je prends l'exemple des services de garde, là, qui est allé en service de garde. Nous, on a fait des études là-dessus, puis le ministère de la Famille les connaît, mais il n'en parle pas. Puis on le montrait clairement que ce n'était pas les enfants des milieux défavorisés qui avaient accès au CPE. Donc, ils les connaissaient, ces études-là. Donc, des fois, les études sont là, les évaluations de programmes sont là, mais il y a rien qui se fait par ailleurs. Donc, je pense que oui, il faut faire de l'évaluation de programme, mais il ne faut pas juste qu'il y ait une évaluation de programme. Il faut qu'après, il y ait des actions qui soient faites. Sinon, ça ne donne rien de faire de l'évaluation de programme. Puis c'est cher faire de l'évaluation de programme. Puis je ne pense pas que ça devrait être fait à l'interne de chaque ministère, la collecte de données. Mais en tout cas, je ne sais pas, vous pouvez réagir, là, mais j'ai l'impression qu'il faudrait que la collecte de données soit beaucoup plus indépendante. Plein de pistes, Robert, tu veux... C'est de la musique à mes oreilles. mais en fait, c'est ça. C'est le principe de l'indépendance. On doit pousser dessus au maximum, Je vais vous donner un exemple. Un moment donné, j'avais un indicateur qui était le délai de réponse à un client. Et j'étais au vérificateur général. C'était un indicateur de performance. Et le délai était assez incroyable. Là. Et là, je suis allée regarder le calcul et on enlevait tout ce qui était qui était à l'extérieur de 10 % d'un écart type parce qu'on disait ça, c'est des situations exceptionnelles. Fait que là, on se retrouvait alors,
Ouais, Ton point est bon. Je veux dire, le fonctionnaire, il a un intérêt à démontrer qu'il fait bien les choses. Et ça, c'est peut-être un effet pervers de la transparence. Des fois, moi, je me questionne sur est-ce que des fois, à vouloir être trop transparent puis rendre les choses publiques, je pense que transparent, oui, mais de tout vouloir rendre public, je pense que si on les voit comme des outils d'apprentissage, il n'y a personne qui aime ça, publiquement, se faire mettre son nez dans je peux-tu dire ça? Hein? Donc, vous comprenez? Alors, mais par contre, pour que ça soit il y ait l'opportunité d'un apprentissage, je pense qu'à ce moment-là, d'avoir un regard indépendant, mais que le rapport ne soit pas nécessairement public. Donc, c'est peut-être un peu ça l'idée, parce que je trouve qu'on dit qu'on veut innover, hein, mais faites pas d'erreur parce que ça va se retrouver dans les journaux. Très difficile de dire je vais innover, mais je ne ferai pas d'erreur. Merci beaucoup. En tout cas, ça y est, on a atteint notre temps. Madame Robillard, je vais vous laisser le mot de la fin. Je pensais que vous étiez pour permettre à Luc d'avoir sa réponse avant. Bon, alors, Miville Tremblay. Ouais, bravo. Alors, c'est bon, il va le faire. J'ai été journaliste pendant 17 ans en début de carrière, donc je vais probablement simplifier les choses, mais les journalistes des collines parlementaires à Ottawa et à Québec couvrent la politique comme une partie de hockey, à savoir qui a réussi à compter un but aujourd'hui, qui a réussi à coller quelqu'un contre la bande. Et ce n'est pas des gens qui s'intéressent aux politiques publiques. Donc, c'est davantage ceux qui sont dans les sections économiques où là, il y a davantage de gens qui savent compter, d'une part. Mais ça demande aussi de l'éducation. Puis il faut aussi quand même être indulgent, au moins au sens de comprendre, parce que dans un budget, vous avez aussi les postes de radio qui sont là, ou la télévision, où les gens couvrent à peu près tout. Et donc, pas de formation, peu d'éducation, peu de temps pour réagir. Et donc, c'est un métier qui est quand même assez difficile. Puis, quand on regarde l'éventail complet des politiques publiques, c'est impossible d'être spécialiste dans tout, là. Hein? Alors, donc, c'est une tâche difficile, mais c'est certain que vaut mieux cultiver les relations dans les sections économie plutôt que dans les collines parlementaires, parce que, à de rares exceptions, ce ne sont pas des gens qui s'intéressent aux politiques publiques. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Un autre ancien journaliste. Il y a 3 éléments. Le premier, je vais faire un peu de théorie. Les médias font de la nouvelle. Le mot « nouvelle » dit bien ce que c'est. Ce n'est pas un reflet de la réalité, c'est une disruption de la réalité. On ne parle que de ce qui est nouveau, différent, et donc des crises, des tensions, des chicanes, des choses comme ça. Le deuxième élément, on en a parlé ce matin, c'est la nature du débat public et des choix publics repose sur l'établissement des avantages et des inconvénients. C'est le principe même des politiques publiques. Et par définition, les médias, et parce que les mouvements de société sont comme ça, vont toujours donner plus de poids aux éléments qui s'opposent à une transformation qu'à ceux qui les appuient. Donc, il y a un déséquilibre fondamental dans le traitement des enjeux des politiques publiques. Et le troisième élément, je vais le dire délicatement, c'est la disproportion entre le pouvoir des journalistes et leur degré de compétence. Et il y a des journalistes compétents, mais l'image qui me vient souvent à l'esprit dans le traitement médiatique, c'est l'enfant soldat avec un bazooka. Et c'est-à-dire que la capacité de certains médias ou de certains journalistes qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas le temps de pouvoir détruire des projets qui ont été élaborés parfois par des équipes de spécialistes. Donc, il y a un troisième déséquilibre. Et ces éléments-là, dans une période de tension comme celle qu'on connaît, deviennent des facteurs de disruption. Voilà. Merci beaucoup. Intéressant d'avoir tous les points de vue. Alors, je pense que là, Madame Robillard, ça va être vous pour le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin. Le mot de la fin. Tout ce que... Du début, d'un nouveau début. D'un nouveau début. Écoutez, bonne chance au gouvernement Legault, qui est en déficit budgétaire important. Mais mon souhait le plus grand, c'est vraiment
il faut absolument embarquer la population avec le gouvernement, ce qui va faciliter la vie des politiciens. Ce qui veut dire que le mot que Robert a utilisé beaucoup et que Claude Montmarquette utilisait aussi beaucoup, d'ailleurs on s'ennuie de lui aujourd'hui, transparence, gouvernement ouvert. Faites confiance à l'autre être humain qui est devant vous. Il va comprendre si vous lui expliquez en détail ce qui se passe, ce qu'on veut dans notre société. Et je pense qu'on a des croûtes à manger au Québec pour ça, si ce n'est que la loi d'accès à l'information qui devrait quasiment pas exister. L'information devrait être là, disponible pour tous les citoyens. Alors, on peut toujours rêver, hein? Être optimiste un peu. Optimiste. Et, pour tous ceux qui critiquent beaucoup le politique, je vous encouragerais à devenir des candidats et d'aller dans les partis politiques et à apporter les changements nécessaires. Merci. Merci beaucoup.